Yaurana, c'est Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoe, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons décidé de faire le point sur la crise en Ukraine. L'événement est encore en cours et déjà bien couvert par les différents médias internationaux. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller au-delà des unes des journaux et de faits immédiats pour tâcher de réfléchir aux conséquences à long terme de cette guerre sur différents domaines. L'occasion de prendre un peu de hauteur et de considérer ce conflit sous un autre regard et non plus uniquement sous celui de l'immédiateté et du choc initial des images. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Hervé Lallemand, docteur en droit international de l'environnement. À suivre donc une conversation entre Hervé et Philippe. Hervé, Yorana. Yorana. Est-ce que rapidement tu peux te présenter s'il te plaît, même si tu es un fidèle des Pacific Hoe? Oui, bien sûr. Donc, je suis docteur en droit, chercheur associé au laboratoire gouvernance et développement insulaire de l'Université de la Polynésie française, mais aussi du Centre de droit international de l'Université de Lyon 3. Et je suis le créateur de la chaîne de vulgarisation juridique Jurismana sur YouTube. Effectivement, qu'on recommande à tout le monde d'aller voir pour comprendre le droit plus facilement. Alors Hervé, on t'a fait venir aujourd'hui pour parler du conflit en Ukraine, mais pas du conflit en lui-même, mais de ses conséquences un petit peu plus larges ou à long terme. Parce que bien sûr, le choc immédiat de la guerre, cette guerre qu'on n'imaginait pas arriver à notre époque, et pourtant, et donc tout ça a des conséquences, bien sûr, à court terme, notamment pour la population ukrainienne, mais également à long terme. Et un sujet à long terme auquel on pense, c'est l'environnement. On l'a vu d'ailleurs récemment, le dernier rapport du GIEC, qui est pourtant très alarmant, est passé quasiment à la trappe parce que la guerre en Ukraine occupe les actualités. Donc à ton niveau, de tout ce que tu vois en ce moment, quelles sont les conséquences de cette guerre sur les problématiques environnementales globales ? Alors, c'est vrai que de base, en fait, malheureusement, il y a énormément de problèmes dans le monde, hein, et on l'a bien vu avec la pandémie de Covid-19. Mais c'est vrai que pour les changements climatiques, on peut préciser qu'ils sont transversaux et en fait, ils touchent à vraiment tous les domaines, que ce soit la biodiversité, l'alimentation, la santé publique et même la guerre au final. Et le GIEC l'a rappelé récemment. Alors, l'une des problématiques principales, et tu l'as énoncé, c'est que finalement le conflit ukrainien nous a fait perdre de vue les autres problèmes, les autres problématiques, et notamment le dernier rapport du GIEC qui est très très alarmant, je dirais même alarmiste, hein, parce qu'il est assez négatif dans les prévisions. Mais en fait, le conflit ukrainien n'a pas qu'éclipser le rapport du GIEC. On peut constater qu'il a éclipsé tous les autres problèmes, y compris la pandémie, hein, parce qu'on en parle très peu en ce moment. Du coup, on peut se dire quand même que cet effet de par le conflit est tout à fait logique, hein, c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer. Et tant que cet effet, dit CNN, de focalisation sur ce conflit continuera, évidemment, on parlera moins d'autres problématiques, même si je tiens à préciser que en Ukraine, le conflit ukrainien risque de produire des problématiques environnementales graves. Au plan local, déjà, c'est déjà le cas, hein, avec l'utilisation des armes de guerre qui ont des conséquences assez importantes, mais au niveau régional, voire international, ça peut être assez cataclysmique dès lors que des usines de production nucléaire, d'énergie seraient touchées, ou plus grave, si évidemment il y aurait un conflit nucléaire, et on ne l'espère pas. Oui, effectivement, et on a vu il y a une semaine ou deux une centrale nucléaire être l'objet de tirs pendant les combats, et ce qui a effectivement provoqué une panique assez légitime sur les conséquences possibles. Et je ne parle même pas de la pollution engendrée par les bombardements et les bombardements notamment de stocks de pétrole, d'énergie, etc., etc. Oui, tout à fait. Alors, autre conséquence collatérale du conflit, c'est la discussion également sur les réfugiés, leur statut, les facilités d'accueil qui leur sont offertes. On a pu voir un énorme élan de solidarité envers les Ukrainiens, ce qui est très bien et heureusement pour eux, mais que malheureusement on n'a pas vu pour d'autres populations pendant l'exode ukrainien, mais aussi avant, quand il y a eu le conflit syrien, libyen, etc. Alors, les réfugiés, c'est une question qui te parle, toi, parce que tu as travaillé sur le sujet. Et du coup, ma question
est-ce qu'on peut espérer que justement cette situation des réfugiés et tous les débats qu'elle a provoqués puissent apporter des nouveaux éclairages sur le concept de réfugiés en général et le concept notamment de réfugiés climatiques pour lier avec la question environnementale également? Alors, je ne vais pas être très optimiste, mais en fait, ma réponse est négative et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la situation qui se passe actuellement en Europe liée au conflit ukrainien est extrêmement classique. Si je prends pour exemple les différents conflits qui ont eu lieu malheureusement en Syrie, en Afghanistan ou en Irak, on constate très objectivement que la plupart des pays qui ont reçu les réfugiés sont les États frontaliers. Donc on peut penser au Liban, à la Jordanie, à la Turquie notamment, mais il y a l'Égypte, enfin, on peut en citer d'autres, mais ce sont ces États qui ont massivement reçu les réfugiés des conflits que j'ai énoncés. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui en Ukraine, ce sont les États frontaliers, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, qui reçoivent en masse les réfugiés ukrainiens et finalement les autres pays européens très peu. Et c'est vrai que d'un point de vue international, il y a une très grande méfiance des déplacements de population à longue distance. C'est-à-dire autant la convention relative aux réfugiés du 28 juillet 1951 s'applique de manière assez automatique dès lors qu'on est un État frontalier, plus on s'éloigne et plus il y a une sorte de suspicion sur l'objet du déplacement. Et malheureusement, quand on parle de déplacés environnementaux, de réfugiés climatiques de manière un petit peu plus basique, la méfiance, la suspicion des États c'est toujours très fort et on peut penser que le conflit ukrainien ne permettra pas de résoudre, du moins c'est mon avis personnel sur la question, le statut du réfugié climatique, du déplacé environnemental, d'autant plus que d'un point de vue international et droit international notamment, c'est au point mort. Effectivement. Alors, pour continuer dans les mauvaises nouvelles, un autre élément que soulève la question ukrainienne, c'est le fait que on revient à des rapports de force au niveau international. Hein. On envahit avec des armées, on revient à des pratiques relativement passéistes, on va dire, des clivages idéologiques, des tensions entre blocs. Dans ce cadre-là, quand on sait à quel point on a besoin de coopération internationale sur ces sujets globaux tels que le changement climatique et autres, est-ce qu'on peut du coup craindre que la capacité des États à s'entendre au niveau international risque d'être durablement impactée par cette guerre? Alors là, bizarrement, je vais être un petit peu plus optimiste, parce que c'est vrai, si on examine la situation, le contexte, on peut penser à une opposition Est-Ouest version 2, mais en réalité, l'opposition entre les États-Unis et avant donc l'URSS n'ont jamais stoppé les négociations internationales, les Nations Unies ou l'adoption de traités internationaux, le maintien de la paix plus globalement et le règlement pacifique des différends. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le dernier vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a démontré au contraire une certaine forme de consensus assez large pour condamner cette violation du droit international. Donc, d'un point de vue lutte contre les changements climatiques, évidemment, aujourd'hui, on peut penser que ça peut entraîner des ralentissements, mais à terme, je pense que les négociations se poursuivront, et d'ailleurs de nombreuses négociations internationales, alors récemment sur le BBNJ, ont lieu au plan international avec l'ensemble des États membres des Nations Unies. D'accord. Donc on peut imaginer que le travail impressionnant qui avait été réalisé notamment à l'accord de Paris en 2015, où on a vraiment réussi à aboutir à un accord concret mettant d'accord plus de 190 États, c'est quand même encore quelque chose qu'on peut espérer voir dans les années à venir, malgré ce retour à des rapports diplomatiques basés sur la force et les oppositions. Tout à fait, complètement, et d'autant plus que au final, si on était un peu cynique, on pourrait énoncer que les rapports de force n'ont jamais totalement disparu. D'ailleurs, l'invasion de l'Afghanistan par le Royaume-Uni et les États-Unis à l'époque était en violation du droit international et n'ont pas empêché les processus diplomatiques internationaux. Alors, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui ça provoque pas un ralentissement, mais on peut être optimiste sur le fait que la diplomatie en général et les négociations internationales
pourront continuer sur les thématiques vraiment transversales qu'est la lutte contre les changements climatiques. D'accord, effectivement. Et, comme je le lisais aujourd'hui en préparant la newsletter, le dernier exemple de capacité des États à véritablement changer leur façon de faire entre eux, c'était le traité de Westphalie qui a mis fin à 150 guerres et où finalement les États se sont dit stop, on ne peut plus continuer comme ça, il faut qu'on travaille autrement. Oui, tout à fait. Alors, du coup, je vais essayer de tirer l'optimisme un petit peu en te posant ma dernière question. On a dit qu'effectivement, la guerre en Ukraine posait des problèmes par rapport à l'environnement, et notamment, tu as parlé du risque nucléaire, etc. Mais on a quand même entendu des annonces, notamment de l'Union européenne, assez fortes, qui s'est dit, puisqu'on a des problèmes vis-à-vis de notre dépendance au gaz russe dans le cadre de ce conflit, autant accélérer la transition énergétique. Donc, est-ce qu'on peut penser que du coup, cette crise, cette guerre même, soit un déclencheur vers des évolutions en plan de la transition énergétique, de la transition écologique et potentiellement? Alors, j'aurais vraiment aimé répondre oui, mais malheureusement, on a finalement un précédent qui est très proche. C'est 2008 en fait, et en 2008, on a vécu vraiment un drame en 2 actes pour le baril de pétrole qui a dépassé les $100, qui est arrivé à 147 voire presque 148 $. L'Union européenne, à l'époque, avait prévu un plan vraiment très ambitieux pour 2020 en matière d'énergie renouvelable. Sauf que, coup de tonnerre, finalement, le deuxième acte, c'est que le baril s'est effondré par la suite. Et en réalité, il n'était plus question d'investir de l'argent dans les énergies renouvelables. Et c'est là où on a vu de nombreux États basculer à des usines à charbon. C'est là où on a parlé de plus en plus du gaz de schiste. Et finalement, les plans, les prévisions qui avaient été réalisées en matière d'énergie renouvelable n'ont jamais été remplis. Donc il faut rester très, on va dire, très prudent aujourd'hui par rapport à la problématique russe, parce que la Russie est un grand exportateur de gaz et d'hydrocarbures dans le monde, avant de voir. D'ailleurs, on a entendu certains États qui devaient fermer des centrales nucléaires et qui ont décidé de repousser ces fermetures pour des raisons d'indépendance énergétique. Donc ça peut avoir un effet boost, mais l'important sera d'examiner sur la durée ce que ça donnera. Et c'est vrai que en matière d'énergie renouvelable, on aurait pu faire bien mieux depuis très longtemps, mais les hydrocarbures étaient à un niveau si bas que finalement les États n'ont pas vu cet intérêt. Et aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt du fait du conflit ukrainien, mais à voir donc sur une période un petit peu plus longue ce que ça donnera. Mais je ne suis pas très optimiste malheureusement. Ouais, effectivement. Donc ne pas compter sur les effets de cette guerre, mais se dire de bien continuer tous les efforts qui sont menés à côté pour finalement faire aboutir cette transition. Tout à fait. Plutôt réfléchir à moyen et à long terme et se tenir au fameux plan climat que de nombreux États ont réalisé, plutôt que de réagir de manière impulsive à certains événements internationaux. Avec la mondialisation, de toute manière, tous les États sont en quelque sorte liés, que ce soit pour les matières premières ou au niveau économique. Et c'est ce suivi des différents plans qui permettra d'augmenter donc les énergies renouvelables dans le mix énergétique des différents États. Effectivement. Hervé, merci beaucoup pour tous tes éclairages et on rappelle donc à tout le monde d'aller découvrir ta chaîne Jurismana pour justement comprendre un peu plus sur tous ces mécanismes juridiques qui sous-tendent ces différentes crises. Marurua, Philippe, et excellente soirée. Merci. Le conflit va-t-il continuer? Quel autre impact aura-t-il sur notre monde et notre futur? Difficile de faire des prédictions en ces temps incertains. Une chose est sûre en revanche, il est important de s'interroger sur ce que cette guerre nous dit sur notre monde et potentiellement, si nous y trouvons des réponses ou des constats qui nous déplaisent, il nous appartient à chacun de véritablement nous engager pour des changements positifs et durables.
Comme le mentionne Hervé, ne comptons pas sur des événements ponctuels pour orienter le monde dans la bonne direction. C'est notre engagement collectif et quotidien qui produira de meilleurs résultats. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la guerre en Ukraine, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.